compassion, on dit la compassion, ce n'est pas avoir pitié, c'est se mettre à la place de l'autre. Non seulement se mettre à la place de l'autre, mais aussi s'indigner comme personne pour que ça change. Et en tout temps, vous allez vous investir pour que ça change. C'est notre conception quand on parle de compassion, c'est pas la pitié, c'est pas rien, c'est que moi aussi, je me sens concerné, je prends le placard et puis je me bats. C'est ça. Bienvenue à tous, je suis Alena, votre animatrice pour ce soir, pour cette discussion. Avez-vous déjà été testé? Êtes-vous à risque au VIH? Aujourd'hui, les personnes séropositives, donc qui ont le VIH, peuvent être intransmissibles. Ce qui veut dire qu'avec la médication, une charge virale peut devenir indétectable, donc aucunement contagieuse. En 2018, le gouvernement du Canada a compté 62 050 personnes qui ont le VIH, donc séropositives, et 94% de ces personnes-là avaient une charge indétectable. Mais avec la science qui avance et tout, est-ce qu'il y a encore une stigmatisation avec le VIH? Depuis le commencement du virus dans les années 1980 au Québec, la communauté haïtienne a été affectée. Mais de nos jours, comment est-ce que le VIH affecte notre communauté noire à Montréal? Pour la journée canadienne de sensibilisation au VIH et au sida des communautés africaines, caribéennes et noires, nous aurons une discussion sur l'impact du VIH dans la communauté noire de Montréal. Avec nous aujourd'hui, nous avons Joseph Jean-Gilles, directeur général de l'organisation GAPVI, Mike Guerembaya, qui est intervenant de proximité auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes à GAPVI aussi. Présente avec nous entre autres Stéphanie Germain, qui est animatrice, une médiatrice culturelle, une organisatrice communautaire et une militante pour les causes de la libération des personnes noires et des femmes. Dernièrement, nous avons Kim Lynn Kourou, artiste multimédia et organisatrice créative communautaire. Donc, chers panélistes, est-ce que vous pouvez parler un peu de vous, juste pour vous présenter au public? On peut commencer par toi, Stéphanie. Merci beaucoup de me recevoir. Moi, je m'appelle Stéphanie Germain, tu m'as bien présentée. J'approuve tous les éléments mentionnés. Donc, c'est ça, je suis animatrice et médiatrice culturelle, intervenante jeunesse, organisatrice communautaire et militante antiraciste et afroféministe. Et c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui parce que non seulement je suis venue pour écouter les experts, les expertes, mais je suis aussi venue partager la perception ou les éléments que j'ai pu voir justement en lien avec l'éducation sexuelle, la santé sexuelle et l'impact que cette éducation ou non-éducation a aujourd'hui sur ma vie en tant que jeune femme noire, mais aussi sur la vie des différentes communautés noires de Montréal. Merci. Et Joseph Jean-Gilles, je suis directeur de GAPVI et travailleur social de formation, profession militant, parce que j'ai toujours été impliqué dans toutes les luttes, contre l'injustice, la lutte pour vraiment donner de l'espace, la place aux personnes les plus mal prises de la société, particulièrement des personnes de race noire. J'étais impliqué dans les syndicats, dans les grandes centrales syndicales, dans la défense des droits des consommateurs. Et le VIH, comme tel, c'est la problématique qui m'a retenu beaucoup plus longtemps parce que j'ai commencé depuis en 1995 à GAPVI. Et puis, ça ne dérougit pas dans la mesure où il y a tout le temps des défis emballants dans la lutte contre le VIH. Donc, bonsoir, moi c'est Mike Guerembaya. Je suis intervenant de proximité pour l'organisme GAPVI. Je travaille avec Joseph. Et moi, ça n'avait pas très longtemps que j'ai débuté à GAPVI, donc c'est à peu près ma deuxième année sur aussi le programme auquel je suis en charge qui vise à intervenir auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Donc c'est un projet qui existe depuis 2 ans, mais bien sûr la discussion est là depuis beaucoup plus longtemps que ça. Donc ça fait comme plaisir et c'est très important aussi d'avoir justement la question de la diversité sexuelle dans nos communautés, principalement d'origine haïtienne et des communautés d'origine africaine. Donc, j'espère que ce projet puisse prendre encore plus d'ampleur et qu'on puisse avoir justement des conversations
plus spécifiques en lien avec les hommes noirs et ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Donc voilà, donc ouais c'est ça, moi c'est Kimi Kolo et je suis artiste multimédia, donc performeuse et visuelle. Et je fais aussi dans l'organisation communautaire, donc ça fait quelques années que je supporte tout ce qui est comme cause de la cause de la cause transféminine noire, donc supporter et comme soutenir les jeunes femmes trans noires au Canada depuis quelques 5 ans, 6 ans maintenant. Et c'est ça, donc en gros, c'est ça ce que je fais. Merci à tous de nous avoir présenté. Avant de lancer la conversation, donc j'aimerais juste vous définir un terme important à propos de cette conversation, donc la sérophobie. La sérophobie, on définit ça comme la peur, l'haine, le mépris ou l'aversion pour les personnes vivant avec le VIH. Donc, en sachant ce thème, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème encore de sérophobie dans la communauté noire de Montréal? Oui, je dirais que la sérophobie, c'est un phénomène qui se trouve genre partout. Et je trouve que dans beaucoup de situations, genre, on va dire comme quelque chose comme d'oppressif, genre se retrouve genre beaucoup, genre très genre magnifié quand ça se retrouve dans une communauté déjà oppressée. Donc je trouve que comme genre tout ce qui a rapport avec dans ce cas-ci, on parlait de la sérophobie, par exemple. Je pense que autant on a beaucoup de personnes dans la communauté noire qui sont des comme genre leaders, c'est même pas le mot. Je pense que c'est genre vraiment des personnes comme on ne saurait pas là où on est maintenant sans ces personnes-là. Et ces personnes-là sont souvent des personnes noires. Mais autant il y a aussi beaucoup de personnes qui ont un œil vraiment comme on va dire, genre, qui regardent genre de haut, genre qui sont sérophobes quoi, par rapport aux personnes séropositives. Donc, je pense que c'est comme un couteau à double tranchant dans le sens que comme on a autant les personnes les plus genre supportives et les plus fortes et les plus genre commises à cette cause, mais aussi on a autant de personnes qui n'ont pas la connaissance qu'il faut qui n'ont pas accès à l'éducation pour pouvoir se munir de connaissances générales par rapport à ce qui concerne genre les personnes séropositives ou le VIH. Juste suivre la parole de Kim. Puis justement, en tant que personne qui s'implique au sein de sa communauté depuis plusieurs années déjà, et j'assume, puis je le dis avec beaucoup d'humilité, que c'est un élément qui est dans mon angle mort personnel. Parce que je pense que si demain matin, on me ferait passer un test justement sur les mythes et réalités touchant le VIH et le sida, je pense que je coulerais ce test. Parce que l'éducation, d'abord parce que l'éducation sexuelle est déjà tabou dans notre société, c'est déjà tabou dans plusieurs sphères de notre communauté, et c'est tabou aussi à la maison pour certaines communautés noires de parler juste de la sexualité. Donc, quand vient le temps d'aborder justement les maladies transmises sexuellement, telles le VIH ou le sida, je pense qu'il y a des conversations qui sont sont enterrées, qui sont mises en dessous du tapis. Et je pense aussi que c'est une part de notre responsabilité. Pour parler en mon propre nom, je pense que quand un élément ne nous affecte pas, quand on est loin, on a tendance à l'oublier, on a tendance à le mettre dans notre angle mort. Et je peux peut-être faire un parallèle et terminer avec ça. Par exemple, les personnes qui vivent avec un handicap, nous, on organise des fois des manifestations pour demander l'avancement de nos communautés. On veut lutter contre le racisme et tout ça, mais des fois, on pose des actions et dans nos actions, on fait du capacitisme. On organise par exemple des manifestations, mais on ne va pas réfléchir à comment rendre nos manifestations accessibles aux personnes qui vivent avec un handicap. Donc, c'est le parallèle que je ferais. Je pense que le seul moment que ça pourrait peut-être venir me toucher, aujourd'hui, j'ai beaucoup avancé par rapport à ça, mais c'est le jour que je me casse un pied, par exemple, là, tu vois que la vie est plus difficile. Donc, c'est le parallèle que je ferais. Je pense qu'on a une éducation, une auto-éducation à se faire, mais aussi la société fait en sorte qu'on n'a pas accès facilement à cette éducation populaire liée à la sexualité. Et je pense que les préjugés sont encore tenaces par rapport au VIH.
il ne s'agit pas uniquement pour les personnes vivant avec le VIH, mais aussi il y a une sorte de sérophobie aussi par rapport aux personnes qui interviennent auprès des personnes vivant avec le VIH. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez présent, d'assez présent dans cette communauté, parce que quand on parle, nos organismes sont aussi victimes de cela. Même si on sait l'état de connaissance a permis à certaines personnes d'avancer, il y a des progrès intéressants quand même qu'on peut sur certaines couches de la société. Parce que moi, c'était incroyable, tu as parlé de l'indétectabilité. Ça aurait été incroyable, il y a de cela 20 ans, de rencontrer un couple sérodifférent. Donc ça, je le vois, je le vis dans ma communauté. Donc ça veut dire qu'il y a un progrès qui se fait sur certaines tranches de la société, mais ce n'est pas assez. Un petit wrap-up de tout ce qui s'est dit, c'est si on revient justement dans la période où le VIH était considéré comme une grande pandémie, c'était le sida, c'était aussi associé automatiquement à certains types de populations, donc les hommes gays principalement. On avait aussi les autres, les 4 âges comme c'était communément rappelé, effectivement. Donc c'était les personnes d'origine haïtienne, c'était les héroïnomans, donc les personnes utilisateurs de drogues par injection, hémophilie. Donc c'était vraiment une population donc, par association qui était déjà stigmatisée, bien sûr, bien avant le VIH, déjà là, le sida, mais encore là, qui était associé en lien avec une maladie comme mortelle à l'époque. Et là, en quelques décennies, il y a eu progrès qui est effectivement fait, il y a des avancées médicaux, etc. Mais cette fois-ci, de mon côté, j'ai l'impression que l'information n'est plus tant en lien avec le VIH, mais plus en lien avec les traitements. Parce que ces traitements sont encore très efficaces. Que être indétectable, ben, vous êtes sûr qu'on peut vraiment être indétectable. Donc, il y a encore certaines résistances face à la connaissance des traitements, face encore à la PrEP, face à la PrEP, puis aussi une autre stigmatisation. On utilise la PrEP, donc quelle est ta sexualité là-dedans? Donc, ça change quand même un peu au niveau de l'ordre, mais ça reste quand même très important de continuer ces discussions, de construire les mythes. Maintenant, c'est comme le stigma a changé à travers les années, mais il reste un stigma, mais ça change C'est ça, avec le développement. Il y a un dernier élément que j'aimerais rajouter rapidement, c'est que je me souviens quand j'étais plus jeune, dans les premiers films qui sont sortis au grand écran, puis après qui étaient passés dans nos télévisions, justement en lien avec le VIH, le sida, on a vu aussi le milieu cinématographique nous essayer carrément de nous traumatiser avec ça. Donc, je peux parler, je t'ai regardé. J'ai un dernier élément que je voulais rajouter rapidement en lien avec ta question, c'est que je me souviens, étant très jeune, les premiers films que j'ai vus, en fait, qui parlaient, qui traitaient du VIH et du sida, ça a été très traumatisant, parce que j'ai l'impression que le milieu cinématographique a caricaturé tellement des symptômes, on a vu des images, puis moi je pense que ça m'a tellement marqué, et je me permets de penser et de dire que je pense que ça a marqué toute une génération, et ça a contribué à cette stigmatisation-là, qu'on avait des personnes malades, donc on les imaginait, les personnes atteintes de cette infection-là, donc on pouvait les imaginer un peu comme dans les films, alors que la réalité, elle a évolué, mais est-ce que les films aussi ont évolué en ce sens-là? Je ne sais pas. Ouais. Non, I agree. Moi, je suis née en l'an 2000, donc j'ai pas nécessairement vécu ou j'ai pas été vivante durant la pire partie, le pic du VIH, mais une génération comme moi, qui est née en l'an 2000, a quand même vécu avec la stigmatisation qui était des années 90 et des années 80. Donc ça peut vraiment, comme tu as dit, le démontrer que les médias n'ont pas fait un bon travail à dire. Il faut penser aussi sur le gouvernement. On n'a pas mis beaucoup d'argent là-dedans non plus. En matière d'éducation, de sensibilisation, il n'y a jamais eu de grandes campagnes de masse au Canada ou au Québec, et dans nos radios publiques
télévision publique, on n'en a pas parlé. Et aujourd'hui encore, et vous venez de parler des données épidémiologiques. Aujourd'hui encore, on n'en parle pas, alors qu'il y a lieu de faire des promotions, il y a lieu de faire de la sensibilisation. Et Mike avait bien raison de dire que quand on parle de médicaments, on en parle beaucoup, mais quand on parle de VIH, de sensibilisation, de santé sexuelle, on n'en parle pas. Donc je pense qu'il faut repartir à zéro là pour faire une bonne campagne de sensibilisation. Et tantôt, on a parlé de sérophobie. C'est ça aussi, c'est l'absence de connaissance aussi qui fait en sorte que les gens sont sérophobes. Ouais, exactement. Inconsciemment, ils sont sérophobes, mais des fois, ils savent pas. Inconsciemment, mais consciemment. À force d'être inconscient, on devient conscient. Exact. Et juste pour refuter un peu sur ce sujet-là, c'est quel genre de fausseté, quel genre de mauvaises informations qui reviennent souvent à propos du VIH qu'on peut déjà démystifier on the jump, you know? Quel genre de fausseté vous entendez souvent, soit dans un milieu personnel ou professionnel, mais dans les deux, dans votre propre vie? Qu'est-ce que vous entendez? Bon, peut-être c'est associé à certains coûts. Mike en a parlé des cas de coûts, mais c'est peut-être associé à un certain coût. Ça dépend d'où ce qu'on est, c'est que les gens vont se sentir très loin de ça, cela ne se transmet pas comme ça. Ou bien vous allez entendre un vieux pasteur qui vous dit que c'est une punition divine, n'est-ce pas? Donc, c'est une punition divine. Donc, il y a beaucoup d'aspects qu'on peut voir en termes de tabou. Et puis, ça peut être associé aussi à un certain groupe d'âge. Et pourtant, il y en a de toutes les sortes. Donc, on peut trouver plusieurs exemples en termes de tabou du VIH. Et le premier tabou, c'est que cela se transmet facilement par le crachat, par n'importe quoi, comme on parle aujourd'hui de Covid. C'était ça au début aussi, on en parle parce que l'état de connaissance ne permet pas aux gens de savoir clairement comment cela se transmet. Comme nous, on a l'habitude de dire à Gabi, cela ne s'attrape pas, cela se transmet. Le vocabulaire est vraiment important. Oui, c'est ça, c'est vraiment important. Cela se transmet, ça ne s'attrape pas. Croyez-vous qu'il y aurait un lien entre les formes de haine envers les minorités visibles comme le racisme systémique, l'homophobie, la putophobie, la toxicophobie qui affecterait l'accès au matériel de prévention et aux informations concernant le VIH? Donc, est-ce que ces barrières de société empêchent l'information et le matériel de se rendre où est-ce qu'on veut que ça se rende? De mon côté, effectivement, dans le sens que je fais un peu un retour de ce que j'ai dit, que même déjà avant le VIH, de ce que tu as nommé, ce sont des groupes déjà qui ont été encore jusqu'à aujourd'hui stigmatisés. Donc, lorsqu'on parle déjà de santé, santé physique, santé psychologique, au niveau juste d'avoir accès à ce type de services de santé compris dans ce que les gens vivent, que ce soit dans l'utilisation du travail du sexe, dans la pratique de la consommation de drogue injectables et d'autres réalités. Donc, oui, déjà, si on peut sentir cette stigmatisation présente chez l'individu, on peut dire que ça impacte déjà sur l'estime de soi, de se prendre soin de soi, d'aller se sentir compris, d'aller chercher du soutien lorsqu'il le faut. Donc, lorsqu'on peut entendre des discours qui peuvent être renforcés par soit les médias, que ce soit renforcés par la politique, que ce soit renforcés par la société, effectivement, il y a un lien aux difficultés d'accès parce que déjà, si on se sent déjà stigmatisé, le sentiment d'aller chercher de l'aide est vraiment présent. Moi, personnellement, j'avais juste un petit commentaire à faire parce que j'ai grandi à Montréal, j'ai grandi dans un quartier qui était à l'extérieur de vraiment la périphérie de comme le plateau, le centre-ville, comme les quartiers populaires, on va dire un peu. Et comme adolescente, j'avais pas de ressources pour savoir quelle clinique où aller. Et quand j'ai commencé à faire les recherches, les cliniques que moi je trouvais étaient tous à Berry, car
au centre-ville. Donc ça, c'est une barrière de ségrégation, si on peut parler, qui m'a définitivement touchée comme adolescente. Oui. Et que maintenant, j'aimerais qu'il y ait plus de centres qui sont plus ouverts à ça. Cette réalité est encore présente. Cette réalité Mhm. est très, très présente. Je pense quand on parle de nouvelles technologies de la prévention, on a l'exemple clair à Montréal. Demander à quelqu'un qui habite dans un endroit autre que le centre-ville d'aller passer le PrEP, par exemple. Demander à quelqu'un d'aller faire certains tests. Il y a certains tests qui ne sont pas disponibles dans certains quartiers de Montréal, comme à Saint-Michel ou à Montréal-Nord. Des fois, on dit que quand on parle de nouvelles technologies de la prévention, on est vraiment dans un pays, même pas en voie de développement, du tiers-monde. Il y a certains services, même le dépistage, c'est pas accessible dans tous les CLSC de Montréal. Je comprends, c'est dans le centre-ville, oui, on peut trouver le service qu'on cherche. Puis je pense que ça revient aussi à, quand on parle d'accès aux services, d'accès de soins de santé, globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une disparité. Comme tu as nommé, moi j'ai grandi à Montréal-Nord, j'ai passé toute ma vie là, et les services de proximité sont réellement, cruellement manquants dans ces quartiers-là qui se retrouvent déjà. Il n'y a pas nécessairement de métro, il n'y a pas nécessairement il y a des autobus, mais tu attends 30-40 minutes. Et là, sans parler justement, donc ça, pour moi, ça rentre aussi dans la prévention. Parce que si tu veux faire de la prévention, tu dois rendre les soins accessibles, tu dois rendre l'accès accessible. Donc, si tu éloignes les gens de pouvoir prendre soin d'eux, prendre soin de leur santé, c'est sûr et certain que tu nuis à cette prévention-là. Donc, les gens vont avoir moins tendance à aller se faire dépister. Puis, on l'a vu aussi avec la pandémie. Le quartier qui a été le plus touché dans cette pandémie-là, c'est Montréal-Nord. C'est qui les personnes qui étaient au front pendant la pandémie? C'était les femmes noires, c'était les personnes noires. De Montréal-Nord. Et oui, et c'est qui a été le plus touché? Donc, on dirait qu'à chaque fois qu'on parle justement de ces enjeux-là, que ce soit en termes de santé sexuelle ou d'enjeux pandémiques, mais on retrouve toujours les mêmes couches de population qui sont les plus desservies en termes de soins. Donc, je trouve que ce que tu apportes, c'est vrai. Puis je pense que les statistiques sont là. Si on veut arriver à avoir justement cette sensibilisation-là, faire cette éducation-là, il faudrait d'abord que le gouvernement et les systèmes en place offrent des services d'accessibilité, tout simplement, là, des services de proximité, je voudrais dire. Merci vraiment pour vos réponses. Je pense que c'est justement de penser un peu comment les personnes sont encore affectées avec le VIH, qui est une maladie justement qu'on peut vivre avec et qui peut être intransmissible. Mais pour avoir vraiment un contexte, je voulais vraiment vous parler, Monsieur Jean-Gilles, de comment est-ce que le début de votre carrière contre la lutte de la stigmatisation du sida et du VIH, quelle était comme la réaction de la communauté haïtienne dans la métropole et quel était l'impact du VIH dans la communauté? Moi, je pense que l'impact de la communauté haïtienne, je crois que l'arrivée du VIH a fait une certaine unanimité où tous les membres de la communauté haïtienne se sentaient concernés. Concernés parce qu'au départ, on était tous stigmatisés, on était tous dans le même lot. C'est pour ça qu'un organisme comme Gavi est né. L'organisme n'est pas né par hasard, l'organisme est né à partir du fait que notre nom a été associé au VIH. On s'est dit non, ça, on ne le prend pas comme ça, etc. Donc on s'est battu. On s'est battu face à la Croix-Rouge, face à Santé Canada, pour leur dire que ça va nous stigmatiser. C'est vrai, quand on parle d'hémophilie, quand on parle d'homosexuel, ça ne se voit pas dans les yeux. Mais quand on parle de noir, donc des Haïtiens, on sait que c'est noir, donc nous, on en a comme soupé là-dedans. Donc, à partir de ce moment-là, on dit, OK, on va se mobiliser pratiquement pour que justice nous soit faite. Mais après ça, quand
l'état des connaissances avance, quand on commence à avoir des chiffres, on constate que notre communauté, c'est pas justifié le fait qu'on nous associe, mais que notre communauté est touchée. Là, on s'est dit, écoute, on doit faire preuve de maturité et prendre en main nos personnes. C'est ainsi que Gabvi est né. C'est là que rentre en Scandi, c'est un organisme qui a été mis sur pied par la communauté. C'est vrai, on a l'avantage que c'est la communauté haïtienne, est une communauté, mine de rien, très bien organisée, avec plusieurs types d'associations, association des enseignants, association des médecins, association des travailleurs du taxi, association des travailleurs et des travailleuses et tout. Donc, quand on est dans une ambiance comme ça, on a une bonne capacité de mobilisation dans la communauté. Donc, on a pu mobiliser le monde, et sans oublier l'association des infirmières haïtiennes aussi, qui va rentrer en ligne de jeu quand on décide de dire OK, on prend notre certaine responsabilité comme communauté face au VIH. Là, ils vont mettre à profit de l'expertise, accompagner les gens, visiter les gens et impliquer dans notre campagne de dépistage, aller sensibiliser les gens. Donc voilà pourquoi on dit on a fait preuve de... Mais on est conscient aussi, quand on est conscient que la stigmatisation était présente aussi dans notre communauté. On a fait une grosse campagne médiatique en utilisant les radios communautaires parce que vous avez les Haïtiens et les Africains, ils ont une certaine culture de l'oralité. Ça écoute beaucoup la radio. Donc on a pu utiliser la radio pour faire une campagne où on a impliqué des leaders de la communauté, donc des prêtres, des médecins, des chauffeurs de taxi, etc., pour envoyer des messages de compassion. Je pense que c'est parce qu'on était conscient qu'il y avait quelque chose. Et aujourd'hui encore, notre campagne de compassion ne peut pas prendre fin. Il faut continuer à le faire. Et nous, on a une très bonne définition de la compassion. On dit la compassion, ce n'est pas avoir pitié, c'est se mettre à la place de l'autre. Non seulement se mettre à la place de l'autre, mais aussi s'indigner comme personne pour que ça change. Et en tout temps, vous allez vous investir pour que ça change. C'est notre conception quand on parle de compassion, c'est pas la pitié, c'est pas rien, c'est que moi aussi, je me sens concerné, je prends le pancarte et puis je me bats. C'est ça. Dans une présentation de l'histoire du sida au sein de la communauté haïtienne à Montréal, dans le cadre d'une discussion sur les actions féministes au sein de la communauté haïtienne à Montréal, Marie-Luce Ambroise, une infirmière clinicienne et travailleuse communautaire, mentionne l'importance des efforts par les infirmières dans les années 1980-90 à propos du sida. Qu'est-ce que vous pensez c'était quoi l'importance de ces infirmières et c'est quoi, comment est-ce que les gens voyaient ces infirmières dans la communauté qui vont en fait interagir avec ces personnes qui ont le VIH, qui n'ont pas le VIH. Donc, mais je pense qu'en réalité, c'était très apprécié le fait j'ai parlé d'expertise, on a des gens compétents qui sont capables de les accompagner. Donc, je pense en réalité, c'était très apprécié. Et puis, je dois vous dire que Marie-Luce, Ambroise et d'autres qui étaient là depuis le début sont encore avec nous à Capri. Sont tout le temps dans nos conférences publiques, sont impliqués, soutiennent, etc. C'est encore le même monde là, qui sont là avec nous encore. C'est-à-dire qu'il y a un certain militantisme qui se dégage. Et ces personnes-là sont considérées comme comme des experts dans nos communautés. Quand je vous parlais de la culture de l'oralité où on utilise beaucoup la radio, ces gens-là sont dans les radios communautaires, très sollicités aussi pour mettre à jour. Actuellement, c'est parce que beaucoup de ces personnes font un travail extraordinaire dans le cas de la COVID. C'est à peu près les mêmes personnes, les mêmes mouvements, etc. Là, Exactement. Puis je prends ça pour justement faire comme vous avez dit, ce parallèle-là, justement, avec la pandémie, comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est encore les mêmes personnes, les mêmes femmes qui sont au front.
Et ça me fait penser à un roman que je parlais justement avant qu'on commence à enregistrer. Je lui parlais du roman Savoir créole et j'en profite pour en faire un petit peu la promotion parce que grâce à ma camarade Marianne Lopez, c'est les joies aussi de militer avec d'autres femmes. On s'apprend des choses. Puis ce livre-là qui a été écrit par Viviane Namasté, si je ne me trompe pas. Donc Savoir créole qui parle justement leçon du sida pour l'histoire de Montréal, propose un regard critique sur l'histoire de Montréal à travers l'épidémie du sida au courant des années 80. Donc c'est justement pour les personnes qui veulent en savoir plus, elle retrace justement l'histoire ou le parcours de ces femmes infirmières haïtiennes qui étaient au front. Donc c'est vraiment un livre que vous m'avez promis. Oui, moi je te promets, je te promets un exemplaire. Oui, Tu alors. pourras le passer n'importe quand. Et puis je profite pour vous dire, Viviane Namasté a cédé son droit d'auteur à Delphi. Oh wow. Donc on continue le travail avec elle. Oui, c'est ça. Donc je trouvais ça important. On n'est pas toujours. Et encore là, pour moi, je trouve que c'est une barrière à ma propre éducation parce que c'est un livre que j'aurais dû retrouver, par exemple, dans mon cursus académique à l'école. Pourquoi j'en entends parler des années plus tard? Par hasard, parce que j'ai la chance de militer avec d'autres femmes. Vous ne le trouvez pas à l'école parce que nous, le constat qu'on a fait, on a regardé même dans les programmes de formation de sciences infirmières, on ne parle pas du VIH. Oh my God. Donc, écoute, Et ça apporte à la prochaine question. En tant que femme, Kim et Stéphanie, est-ce que vous avez eu assez d'informations, et les femmes d'ailleurs à vos côtés, est-ce que vous avez assez d'informations en ce moment pour vraiment prendre le devant sur votre santé sexuelle et comprendre c'est quoi les risques? Qu'est-ce que je peux faire pour des moyens de prévention dans ma santé sexuelle? C'est sûr que le condom de nos jours est très mentionné. Mais c'était quoi votre expérience en fait de savoir ces informations-là? Moi, je dirais que c'est principalement, genre, je dirais que comme les personnes qui m'ont offert cette éducation, genre, je pense que c'est les personnes autour de moi qui étaient des travailleuses du sexe. Genre, pour moi, les travailleuses du sexe, c'est des personnes c'est elles qui m'ont appris, genre, de prendre soin de mon corps, en fait, d'aller me faire tester quotidiennement, de respecter mon corps et de voir genre genre ce que mon corps vaut, quoi, pardon, exactement, me valoriser mon corps. Je pense que comme en tant que genre grandir en tant que personne féminine, en tant que jeune fille, en tant que femme, il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses qui rentrent dans l'estime de soi et qui participent à genre nous faire baisser notre estime de soi. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui affecte aussi notre manière de nous protéger, que ce soit dans la vie de tous les jours ou que ce soit par rapport à notre sexualité. Je pense que pour moi, c'est justement en me tenant à côté, non seulement politiquement, mais d'une manière humaine, en me tenant à côté de travailleuses du sexe, spécifiquement travailleuses du sexe trans noires, que j'ai vraiment commencé à prendre conscience de vraiment avoir plus d'estime de moi-même et qui m'a conduit à faire beaucoup plus de recherches par rapport à mon éducation sexuelle. Et je pense que c'est quelque chose auquel je reviens toujours quand je pense à l'éducation sexuelle. Je pense que quand on parle de l'éducation sexuelle, je pense que c'est très important justement de parler, dans un monde idéal, je dirais que ça serait très important de parler de toutes les facettes de la sexualité ou de genre qui peuvent exister dans le monde et que ne pas tourner un œil à certaines choses, parce que je pense que comme le plus on garde quelque chose dans on n'en parle pas, le plus les personnes qui vivent ce genre de choses sentent une espèce de mal à l'aise, une espèce de honte. Et je pense que c'est ce genre de choses qui, moi, personnellement, m'ont
m'ont affecté par rapport à mon parcours d'évolution, genre au niveau de ma sexualité, au niveau de mon parcours sexuel. Je pense que comme le fait que je ne me trouvais pas, ben on va dire les choses que je pensais pas que je méritais d'être appréciée, d'être une personne genre qui avait de la valeur. Et tous ces sentiments venant du fait justement que ben, le gouvernement, la société n'accorde pas d'importance aux jeunes filles trans, spécifiquement aux jeunes filles trans noires, de leur dire tu as de la valeur, tu es importante, prends soin de toi. On t'aime et on veut que tu restes en vie, on veut que tu restes là. Et je pense que c'est ce genre de choses qui conduisent beaucoup de mes sœurs et d'autres personnes trans à justement, genre, je pense, comme faire quelque chose, un peu comme du self-harm, genre. Je pense que comme ça peut entrer dans une espèce de mentalité de sabotage, exactement, dans une espèce de mentalité de sabotage quand on ne se voit pas dans la société et quand on ne sent pas qu'on a de la valeur et qu'on est valorisé. Et je pense que ce genre de sabotage peut se montrer dans différentes manières. Et je pense que l'une de ces manières-là, c'est de ne pas se protéger et de ne pas prendre soin de sa santé sexuelle. Et je pense que pour moi, c'était comme j'ai dit, me tenir politiquement et humainement aux côtés de mes sœurs trans noires qui sont travailleuses du sexe, qui m'ont appris de justement genre me valoriser et de comprendre l'importance de ma santé sexuelle. Ouais. Ouais, j'aimerais. Merci Kim pour ce partage. C'est tellement touchant et criant de vérité. Moi, pour ma part, déjà en tant que femme, on voit que les statistiques nous montrent que les femmes sont victimes de violences de manière disproportionnée comparativement aux hommes. Puis après, tu rajoutes une couche quand tu es une femme noire, puis après, tu rajoutes une autre couche quand tu es une femme noire trans. Donc, les femmes noires et les femmes noires trans sont vraiment là à plusieurs niveaux, au niveau des intersections de violence qu'on peut subir dans la société. Et là, je parle des femmes, mais aussi qui m'en a parlé de sa jeunesse. Puis quand on est plus jeune aussi, on n'a pas nécessairement accès. Je pense que c'est une éducation qui vient beaucoup plus tard. Et j'aimerais juste rappeler que une des raisons pourquoi je pense qu'on ne prend pas nécessairement soin de notre santé sexuelle comme on devrait le faire, c'est aussi parce que, principalement au Québec, c'est que l'éducation sexuelle a pris fin au courant des années 2000 dans nos écoles, dans le cursus académique. Au courant des années 2000, 2002, 2005, je pense, il n'y en avait plus d'éducation sexuelle. Et l'éducation sexuelle tout court est déjà un tabou dans nos sociétés, dans nos écoles et dans nos communautés. Donc, comment voulez-vous qu'on puisse savoir comment prendre soin de nous en tant que femmes si les espaces qui sont censés nous apprendre justement des éléments fondamentaux comme ça ne le font pas ou ne prennent pas le temps pour le faire. Et je pense que ces espaces d'éducation sexuelle-là sont très, très rares. Donc, ce qui peut mener à une forme de, justement, pas nécessairement ça peut être du sabotage, mais ça peut être aussi de manque d'information. Donc, ce que ça a comme conséquence, justement, c'est le fait que la violence augmente envers nous, les femmes. Et étant donné qu'on ne sait pas, par exemple, des fois qu'on peut dire non, ou on peut demander justement à notre partenaire de mettre un préservatif, puis que s'il dit non, s'il ne veut pas, on n'a pas à continuer. Je pense que c'est très dommageable dans notre intimité, puis dans l'intimité, personne ne nous voit. Il n'y a personne qui est là pour nous protéger, à part la personne qui est avec nous dans cette intimité-là. Donc, si cette personne-là aussi n'a pas une éducation sexuelle, qu'on est deux, on se fait des dommages, on se cause du tort, mais à la vue de personne. Donc, je pense que non seulement au niveau de nos espaces publics, on n'en parle pas, mais l'impact que ça a dans notre intimité, en tout cas en tant que femme, en tant que jeune femme, puis je ne peux même pas imaginer pour les jeunes femmes trans ou les femmes qui sont justement mises qui sont encore plus marginalisées, par exemple, que moi. J'ai des privilèges de pouvoir parler de ma sexualité, par exemple, puis je sais qu'il n'y a personne qui va rien dire, donc ça me donne ce privilège-là. Mais je pense qu'une des façons qu'on peut arriver à déstigmatiser, c'est que
par exemple, moi qui est une jeune femme qui se dit militante pour le droit des Noirs, mais c'est de mon devoir d'aller m'éduquer et de toujours aller plus loin de mon, tu sais, l'angle mort, de toujours le rapetisser pour arriver à cette vision un petit peu plus comme, tu sais, globale, de m'intéresser aussi aux autres formes de violence que juste les violences que moi je subis, par exemple. Je pense que ça peut être une des solutions, puis d'utiliser ma voix aussi pour, comme il a dit, sensibiliser. Puis on a vu ce travail des infirmières-là. Pour moi, c'est quelque chose qui m'inspire, parce que si elles se sont mises justement en danger, on va dire, pas en danger parce qu'elles étaient, elles soignaient les personnes. Quand je dis en danger, c'est en danger par rapport au reste de la population, comment les Haïtiens, les personnes noires étaient perçues. Peut-être que quand elles allaient faire le marché, il y avait des gens qui pouvaient les regarder. Donc, cette violence-là, elle est dans des petits moments de nos quotidiens. Donc, je pense que c'est très courageux. Puis, si ces femmes-là sont encore là aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque pour moi, qui a un privilège, de pouvoir parler de ça. Et peut-être que ça peut aider justement d'autres personnes qui sont peut-être atteintes, mais qui ne veulent pas parler pour toutes les raisons du monde. Donc, voilà, je suis allée vraiment loin. Mais je m'arrête là. Mais c'est justement, moi, je vois qu'avec ces réponses-là, on voit comme que l'approche afro-féministe, que la lutte pour la libération des peuples noirs vraiment converge en fait avec le sujet du VIH. Et comment est-ce que vous pensez qu'on peut arriver dans une place où ces deux luttes-là peuvent vraiment converger dans le sens que ce soit plus accessible des conversations en fait d'avoir ça? Ben, je crois pas que comme personne noire, on peut se dissocier. Ouais, c'est ça. Et C'est ça. disséquer de C'est façon pareil. à ne pas le faire. Je pense que tout ce qu'on fait est lié à notre histoire et est lié à notre culture et à notre couleur aussi. Parce que là, il faut qu'on commence à en parler de couleurs de plus en plus. Les gens sont comme gênés de parler, etc. On est tous racisés, n'est-ce pas, au lieu d'être des noirs. Donc, Non, moi je suis pas noire. On fait la distinction. donc c'est ça. Donc tout ça pour dire, quand on parle de choses taboues, on voit là quelque chose qui est tabou. C'est vrai que c'est sensible, etc., etc. Moi, je pense qu'il faut tenir compte de ses origines, il faut tenir compte de sa racine et de ce qu'on est, comme être historiquement et culturellement. Donc c'est important que les gens s'affirment de plus en plus en tant qu'elles. Mais moi j'ai une question pour vous. Parce que vous êtes la voix de la sagesse ici. Tu penses? Oui, je pense, oui. Plus sérieusement, j'ai envie de vous demander, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous êtes allé justement faire toute une grosse campagne au sein de la communauté haïtienne. Vous êtes allé voir des chauffeurs de taxi, vous allez voir des pasteurs. Mais on ne va pas se mentir que je n'étais pas là. Parce que j'étais peut-être pas née, ou peut-être que j'étais née, mais peut-être trop jeune. Peut-être J'étais pas là. Mais quand c'est arrivé, là, moi, ce que je veux savoir, c'est comment vous avez fait pour affronter justement la mentalité, parce que je sais que plus on devient adulte, puis qu'on se referme dans nos convictions, donc les gens vous disent pas, vous êtes qui vous pour venir me dire ça à moi, par exemple quelqu'un qui est pasteur, qui a ses croyances, qui a ses choses, comment vous avez fait ça? C'est pas l'éducation, pas la sensibilisation avec les communautés. Parce que quand on dit, on ne peut pas vous décrire, non, qu'est-ce qu'on fait? La communauté haïtienne est une communauté, je dirais, très bien organisée, mais compartimentée. Compartimentée dans la mesure qu'il y a certaines personnes, tu ne les retrouves nulle part que dans leur réseau. Par exemple, la personne qui va dans les églises, c'est là que tu dois aller chercher. Okay? Et dans notre communauté, je dis c'est vrai, il y a des grandes associations, X associations Y, mais il y a aussi des associations qui sont basées par des raisons d'origine des personnes. Par exemple, vous venez de telle région d'Haïti, les gens se rencontrent pour des petits projets locaux dans leur truc, etc. Il faut aller chercher ces gens-là dans tout leur milieu. Donc, à force de le faire, et on a fait un travail transversal qui nous permet finalement de rejoindre à peu près presque toutes les couches de la communauté. Et quand ça va arriver d'aller joindre le milieu religieux, qui est un milieu très réservé, il faut qu'on a développé des stratégies particulières pour aller les trouver. C'est pas parce que on sait que
ouais, il peut y avoir de la réticence dans le milieu religieux, etc. On sait aussi qu'il y a un discours stigmatisant aussi dans certains milieux religieux, mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé les rencontrer et leur parler. Et tout en respectant leurs valeurs. Hein. On sait que respecter les valeurs, ça veut dire que, ouais, moi j'ai parlé du VIH, je vais parler du condom, de l'utilisation du condom, mais je ne vais pas distribuer du condom dans l'église. Je respecte ça. Okay? Donc, on va. On connaît les limites des paramètres. Ouais, mais ça, il faut les respecter. Okay. Ensuite, il faut regarder aussi, quand on parle d'église, qu'est-ce qui peut nous rassembler avec l'église? Moi, je disais tout le temps aux gens des églises, oui, je suis athée, mais mes valeurs, comme lutte pour la liberté, le droit des gens, etc., mes valeurs sont des valeurs judéo-chrétiennes, même si je suis de gauche. Donc, ça veut dire je suis allé chercher une certaine alliance avec ces gens-là, en leur parlant de cette façon-là. C'est comme ça. Et j'ai parlé de compassion. Qui d'autre que le Christ qui donne le meilleur exemple de la compassion, cher pasteur? On va travailler ensemble. Parce que par rapport aux personnes vivant avec le VIH, on a besoin de les traiter avec compassion. Et qu'est-ce que le Christ a fait par rapport à la Samaritaine? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, on va aller dans la Bible avec. On essaie d'avoir une petite connaissance de la Bible pour pouvoir parler correctement, en bonne tenue avec un pasteur. Okay? Là, on va parler argument contre argument, etc. Ouais, mais voilà, dans la Bible, on dit Jésus a fait ça. Si à la place des lépreux aujourd'hui, c'était les personnes vivant avec le VIH, qu'est-ce qu'il aurait fait le bonhomme Jésus? Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'était quoi la réponse souvent de ces leaders religieux comme les pasteurs et tout? La réponse au départ, ça veut dire il faut comprendre la démarche. La démarche est née, notamment quand on parle de tabou, est née de certains commentaires de bénéficiaires qui sont venus nous dire que oui, nous on va à l'église, mais le pasteur dans sa prédication, mon Dieu, quand elle veut parler de péché, elle parle du sida, etc. Et puis on est jugé, on est ci, on est ça. Et les gens, c'est des croyants, ils ne peuvent pas affronter leur pasteur, mais à un certain moment, quand on veut décrire un péché, c'est ça. Et puis à un certain moment, je sentais que j'avais beaucoup d'informations. Et vous savez que les personnes d'origine haïtienne et d'origine africaine sont très religieux. Sont très, très religieux, très croyants. Finalement, j'ai réuni une dizaine de bénéficiaires de nos services. Et puis, on a fait un petit focus group pour parler uniquement de l'Église. Qu'est-ce que les gens disent à l'Église qui vous dérange, etc. Donc, on a documenté, on a tout documenté. Une fois qu'on a documenté, on a fait une certaine mise en forme. On a invité quelques pasteurs à venir échanger avec nous. Et on a obtenu l'autorisation des personnes qui étaient dans le focus group. On a enregistré et en déformant leur voix, de le faire entendre. On a fait je pense qu'on avait fait quelque chose de très sérieux avec eux. Et à un certain moment, on dit, il y a moyen de travailler ensemble. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Et puis c'est comme ça a comme débauché. Et puis quand on a développé le projet qui s'appelle pour une réponse interreligieuse au sida dans les communautés haïtiennes et africaines, les gens se sont dit, ok, on va faire ça. Nous, on va arriver chez vous, on va faire de la sensibilisation. Mais oui, comment on va faire ça? Est-ce que vous voulez créer des cellules d'appui pour appuyer nos projets dans votre église? Parce que l'église doit avoir une certaine mission sociale.
Donc, si vous êtes dans cette mission sociale, nous, on va parler avec vous au niveau de santé sexuelle, etc., tout en respectant vos valeurs, c'est ça. Et puis, il y a, dans certaines églises, il y a des fidèles qui ont adhéré à notre projet. Hein, adhéré à notre projet pour faire de la sensibilisation. Mais à un certain moment, on a même fait un peu plus que ça, parce que quand les gens demandent des choses en santé, oui, 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 on veut parler du cancer du sein. Ouais, ok, ouais, on va trouver quelqu'un pour aller parler du cancer du sein. Mais venant de l'organisme, sans là, l'organisme se crée une certaine crédibilité. Mais notre mission, c'est le VIH. On finira tout le temps par en parler, par en sensibiliser, etc. etc. Donc, c'est important. Je dis que oui, il y a moyen de travailler. Je pense qu'il faut développer une approche pour chaque population cible, pour chaque groupe d'intérêt dans nos communautés. Et comme vous avez dit, avec la compassion toujours. Oui, oui, avec la compassion, dans le sens que la compassion, c'est un peu s'indigner. Il faut s'indigner. Je pense que c'est une approche qui est très propre à Gavi, justement. Oui, c'est ça. Et justement, d'un autre angle, j'aimerais vous poser la question, Mike Guerimbaya, en tant qu'intervenant de proximité auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, pensez-vous que l'homophobie et la biphobie dans la communauté exacerbent la propagation du VIH? Et une autre question que j'ai en même temps, ça serait, est-ce que vous pensez que les mêmes choses, l'homophobie, la biphobie, en fait, empêchent plusieurs personnes noires, plusieurs hommes noirs notamment, de divulguer leur homosexualité ou leur consommation de drogue dure, etc. D'abord, pour faire un peu le lien avec ce que Joseph a mentionné, et ça va ramener des éléments de réponse. Avant, je travaillais pour Réseau, et notre approche, surtout en lien d'intervention dans les milieux, était très axée justement dans quel type de milieu les hommes se rejoignent. Là, on parle de milieux de sexualité tels que les saunas, des milieux de séduction comme les clubs, les bars, etc. Et lorsque j'ai commencé à travailler à Gavi, j'ai pu prendre conscience que on peut aussi aller au-delà de ce type de milieu-là pour vraiment bien comprendre justement comment justement faire la sensibilisation justement en prenant conscience de quel est le quotidien d'une personne, quel est le quotidien justement de la qualité haïtienne en termes de spiritualité, religion, dans le milieu de travail tel que les qualités d'association de taxi, que ce soit auprès des pasteurs, donc vraiment aller au-delà de ce qui est dans un contexte sexuel ou de séduction, mais d'aller vraiment dans ce qui peut aussi façonner finalement la personne dans ce cheminement de vie, dans comment il perçoit son bien-être général. Et là, c'est sûr qu'avec le parcours de ce que on a entendu de Joseph, c'est principalement aussi les obstacles très reliés aussi à la religion. Donc c'est là justement où est-ce que un homme un homme gay qui a grandi dans une famille religieuse, comment il pourrait se sentir face à cet environnement-là. Déjà que si on commence déjà de parler de sexualité de façon générale dans le milieu religieux, au moins ça ouvre quand même une certaine porte. Déjà là, quand tu grandis dans ce milieu, est-ce que tu serais prêt à dévoiler ton orientation sexuelle auprès de ta famille? Est-ce que tu serais prêt à... Désolé pour la petite interruption. Nous avons Mike Guerimbaya qui nous parlait en fait de quels milieux sont ciblés dans la cause de en fait la prévention du VIH dans la communauté gay. Donc les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes particulièrement. Donc Mike, tu parlais en fait de quel genre de milieux? On parlait des saunas, on parlait plus des milieux qui étaient vraiment, comme vous avez dit, travailler à réseau. C'était les milieux que vous ciblez pour la prévention et ensuite vous avez fait comme une réalisation que c'était pas juste ça en fait. Exactement. Puis quand j'ai commencé à travailler pour Gavis, j'ai constaté que les milieux peuvent être beaucoup plus larges qui pourraient être intervenus, surtout dans un contexte où il faut être tenu au courant du quotidien de la communauté auquel on veut plus cibler, auquel on veut plus intervenir. Donc déjà, d'avoir des milieux associatifs, de regroupement, du
quotidien à travers les échanges, les interactions, que ce soit dans les milieux religieux, ça peut déjà faciliter de voir et de mieux comprendre d'où les personnes auxquelles on intervient viennent. Donc, c'est vraiment de ce que fait aussi Gavi, c'est vraiment d'avoir cette intervention culturellement adaptée, donc de prendre conscience de ces différents aspects culturels et de voir à partir de la connaissance que l'on a comment on pourrait se rejoindre dans les discussions, dans les discours. Ce que j'aime beaucoup de ce que Joseph a mentionné, c'est d'aller chercher des valeurs communes de ce qui pourrait dévoiler dans le christianisme, donc la valeur de la compassion, donc justement se réapproprier ça dans le discours de la santé sexuelle, donc vraiment toujours aller chercher des liens. Ça reste des outils vraiment très bénéfiques dans l'intervention en tant que telle. Donc, c'est ça, surtout. Puis, pour revenir justement à la question de l'homophobie et la biphobie, c'est aussi cette réflexion qui pourrait exister. Donc, encore là, c'est plus dans ce que je perçois, c'est que particulièrement, c'est encore difficile de nommer dans cette communauté une identité gay, une identité bi. Donc, c'est sûr que lorsqu'on le nomme pas, peut-être qu'on ne veut pas vraiment se catégoriser à une certaine identité, peut-être on ne se sent pas sentir à l'aise de le nommer. Ce qui peut aussi peut-être des fois engendrer une certaine forme de discrimination internalisée face à cela, ou de dire que pour moi, cette question de prévention, VIH, peut-être ça ne me concerne pas parce que je l'associe principalement à ceux qui s'identifient en tant qu'hommes gays. Donc c'est vraiment aussi de voir à quel point, si on n'a pas justement des discussions aussi et de soutien en lien avec l'orientation sexuelle principalement, il sera très difficile déjà de pouvoir discuter de prévention, dans le sens qu'il y a quand même beaucoup de cheminement que la personne est amenée à avoir pour se sentir déjà à l'aise avec elle-même et qu'elle prenne aussi les précautions et l'information essentielle pour elle, pour prendre soin d'elle et de son partenaire. Et en prenant tout ça en considération, et en étant moi-même trans en fait, Kim, on connaît les hommes qui se décrivent comme discrets dans leur vie par rapport à leurs relations sexuelles avec les femmes transgenres, et aussi en parallèle avec certains hommes, il y a des hommes discrets aussi. Est-ce que vous pensez que ces hommes mettent notre communauté en danger en n'étant pas bien déjà informés sur leur santé sexuelle, mais en ayant comme une forme d'homophobie, de transphobie ou comme de biphobie à l'intérieur d'eux? Parce que souvent on va voir que ces hommes-là sont soit mariés, des fois ils ne sont pas, mais qu'est-ce que tu penses de ces hommes sur l'impact sur notre communauté en fait? Je dirais comme vraiment genre basé juste sur ma perception des choses. C'est déjà comme la catégorie genre des hommes genre discrets dans le contexte de leurs relations genre sexuelles ou autres qu'ils ont avec spécifiquement genre des femmes trans ou des personnes transféminines. Je pense que c'est... Moi personnellement, je suis de l'avis que je suis pas rapide à comme responsabiliser genre des personnes ou un groupe de personnes. Je pense que comme je suis plus genre tentée de responsabiliser genre comme la société ou genre le fait que comme depuis X nombre d'années qu'on a eu une révolution au niveau de tout ce qui est genre LGBT ou quoi que ce soit, qu'on est toujours à un moment, à un endroit où la société est genre extrêmement genre transphobe. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est ça. Pour moi, je pense que c'est ça la justification. C'est une grosse raison de ce qui nous met en danger, moi personnellement. Et je pense qu'il y a absolument genre une responsabilité genre personnelle par rapport à ces hommes-là, par rapport à ces personnes-là qui ne sont pas... qui valorisent plus leur confort plutôt que
la sécurité des personnes avec qui elles s'engagent. Mais je pense que c'est vraiment comme une responsabilité genre partagée entre tout ce qui est le fait justement que comme ce qui fait que comme ces hommes-là qu'on appelle discrets genre bougent un peu genre dans les recoins sombres du monde et de la terre, c'est un peu parce que justement comme la société dit tu dois avoir honte d'être attiré ou de vouloir avoir une relation sexuelle avec une personne transféminine. Genre tu dois, ce n'est pas normal, ou genre si tu le fais, genre n'en parle pas, tu vois ce que je veux dire, genre fais-le mais fais-le cacher, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup dans nos sociétés, il y a vraiment beaucoup de personnes, je pense que c'est juste même pas juste maintenant, on va dire genre dans ces années-ci, je pense que même il y a beaucoup, genre il y a très très longtemps, genre de la génération genre de mes parents aussi, je pense qu'il y a vraiment, c'était connu dans les communautés des personnes qui avaient des relations avec des personnes qui n'étaient pas genre nécessairement genre quote-unquote genre du sexe différent, mais que genre la communauté était comme on va juste pas en parler, tu vois ce que je veux dire? C'était plus genre question genre on sait que ça existe mais on va pas en parler, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, moi je pense que c'est ça qui est la plus grosse cause qui nous met en danger. Je pense que c'est le fait que justement c'est la société qui continue à dire que c'est tabou, que c'est pas correct, que c'est dangereux, que c'est nous qui sommes dangereuses. Tu vois ce que je veux dire? Que c'est nous qui sommes dangereuses, alors que c'est nous qui sommes en danger, c'est nous qui on est juste là et c'est le fait, c'est cette projection de désir et de désir malsain qui n'est pas genre qui n'est pas cultivé, qui n'est pas genre qui n'est pas connue et qui est honteuse un peu, on projette tout ça sur nous et on dit oh c'est ta faute. Ben non, tu vas pas me faire croire que c'est de ma faute parce que, et c'est là justement que je pense que comme ça entre en jeu à la responsabilité genre personnelle de chaque personne, genre de dire que comme ouais non ça c'est tes trucs à toi que tu dois deal avec, c'est tes démons que tu es pas capable de comme regarder et de dire ça va pas prendre le dessus de moi. Genre tu laisses les personnes te dicter ce que tu dois faire et en même et ça apporte genre des espèces de comme feelings de honte et c'est justement je pense que comme c'est quand on est c'est souvent ces hommes-là quand ils se sentent genre attaqués ou justement quand ils se sentent genre quand ils sentent la honte ils se sentent attaqués et quand ils se sentent attaqués then ils attaquent, tu vois ce que je veux dire, et c'est pour ça que on a beaucoup de c'est pour ça que comme on parle beaucoup déjà dans notre communauté il y a beaucoup de personnes qui on a beaucoup d'avis sur ce qui est comme ces hommes discrets, tu vois, et parce que c'est à un moment genre je fais une joke, genre, on dirait que comme il y a quelqu'un qui dit il y a des personnes qui disent genre comme ces hommes discrets en fait genre ils font partie de la communauté LGBT en fait, tu vois ce que je veux dire, genre tu fais partie de la communauté LGBT même si tu en fais pas partie parce que maintenant genre c'est comme it's a fact, genre on le sait, mais il y a toujours c'est vraiment genre je pense que c'est vraiment une grosse part une grosse part responsabilité qui revient à la société et la société je dis que ce soit les hommes, les femmes, les personnes non binaires, je pense que comme c'est vraiment la transphobie c'est quelque chose qui est c'est un monstre énorme. La transphobie c'est un monstre énorme et c'est un monstre qui est tellement genre non seulement il est énorme mais comme il est tellement genre insidious, genre il est tellement comme il passe tellement dans les trucs les plus genre minuscules que même les personnes les plus bienveillantes genre c'est jamais trop de se dire qu'est-ce que j'ai fait de transphobe genre récemment parce qu'il y a toujours des trucs, tu vois ce que je veux dire, donc je pense que c'est vraiment genre à la société je dirais pas comme de prendre la main de ces hommes et de dire c'est bon, c'est ok. Non, je pense que c'est plus de dire genre
oui, c'est une personne trans. Et alors? Et après, je pense que là, on peut commencer à parler de responsabilité genre personnelle. Quand il y a plus genre de support et moins de stigmatisation par rapport à... Et je pense que c'est pas... Et je suis pas en train de dire genre, soyons plus compassionnels à ces hommes qui sont genre malhonnêtes, on va dire. Je pense que c'est plus genre, soyons plus genre à l'écoute de nos propres genre préjugés par rapport par rapport à ces hommes-là, mais aussi par rapport spécifiquement aux personnes trans. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est le fait que comme ces personnes sont stigmatisées, c'est pas de ces hommes-là, c'est de leur relation avec des personnes trans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est comme la raison pourquoi ils sont discriminés. Exactement. Je pense que ça me fait penser un petit peu quand Kim parle de tout ça, puis à un certain moment donné, Kim a parlé un peu de honte, a parlé de la honte que certaines personnes peuvent avoir, ou même qu'on on nous fait miroiter finalement qu'il faut avoir honte. Même aussi des fois aller plus loin, même juste on crée comme la honte de juste vouloir en parler, juste de parler de la sexualité, c'est comme si c'est quelque chose qui est honteux. Puis ça me rappelle une expression en créole qui dit « Vous faire honte, c'est vu qu'on est ». C'est comme, t'as honte de quelque chose, mais là, tu vas... Et pour moi, je trouve ça violent, ça amène à cette forme de violence parce que des fois, des personnes, comme tu dis, qui sont des hommes qui se disent discrets, qui vont avoir des relations dans l'ombre avec des personnes transféminines, c'est pour ça que je ramène à cette expression-là, « Vous faire honte, c'est vu qu'on est ». C'est que tu as honte de toi, après ça va se transformer en de la colère, ça peut devenir de la violence. Donc, c'est là où je trouve ça dangereux. Et si on arrive en tant que société à, comme tu dis, Kim, à donner accès à cette éducation, on va baisser justement ce degré de violence. Et la violence d'abord envers soi-même, parce qu'il y a des personnes, comme tu as dit au début du panel, qui se font du mal, qui vont se faire du self-harm parce qu'ils ont honte d'être eux-mêmes, ils ont honte d'exister. Donc, il y a cette forme de violence et ensuite de violence-là. Et aussi la violence des personnes qui ne s'assument pas, qui sont attirées, justement, qui ne veulent pas s'étiqueter comme étant personne faisant partie de des communautés LGBTQ+. Donc, ça, c'est une autre forme de violence. Donc, je pense qu'on aurait intérêt, comme tu dis, que la société, mais moi, j'ai commencé un petit peu quand même à perdre foi, là, parce qu'à chaque fois, si on attend après la société, on attend après le gouvernement, on va attendre longtemps. Moi, je mise beaucoup sur l'éducation individuelle, je mise beaucoup sur, justement, ouvrir mes horizons, ouvrir mes connexions. Puis je pense que j'en ai déjà parlé sur un panel avec vous deux, quand vous avez fait le spectacle Little Dollhouse on the Prairie avec Elle Barbara. Ce que j'avais mentionné, c'est que je pense que j'ai beaucoup plus appris quand je côtoyais des personnes justement appartenant aux communautés LGBTQ+. Pourquoi? Parce que vous êtes les personnes, à mon sens, qui êtes les plus authentiques. Mais malheureusement, quand on nous demande, on va nous dire, ben, soyez vous-même. C'est ce que la société nous dit. Mais une fois que vous décidez d'être vous-même, on vous punit pour ça. Et ça, je trouve ça très paradoxal et je trouve que ça contribue justement à ce continuum de violence envers les différentes communautés qui sont déjà marginalisées. Et c'est ça, moi, je considère que les personnes qui s'identifient comme étant hétéros et tout, ouvrez vos horizons, c'est un travail personnel. C'est pas la société qui va vous apprendre parce que la société nous montre clairement que les soins ne sont pas nécessairement là, qu'il n'y aura pas nécessairement plus d'argent demain matin pour cette éducation-là. On a tout accès à notre téléphone. Je pense qu'il y a une certaine paresse aussi. On s'assoit un peu dans notre médiocrité et comme j'ai dit, si ça ne me concerne pas, ben, je ne vais pas nécessairement avoir de la compassion ou à moins que tu sois quelqu'un qui a de l'empathie naturellement envers les autres. Je pense que d'ouvrir ses horizons, d'ouvrir ses connexions. Puis, comme vous avez si bien dit, ça ne s'attrape pas. C'est pas des choses qui s'attrapent. Donc, je pense qu'il y a dans nos connexions humaines, je pense que c'est de briser ces barrières-là aussi, d'arrêter de toujours être avec les mêmes personnes, d'être dans les mêmes espaces. Ça nous réconforte, puis ça nous garde un petit peu dans nos propres préjugés qu'on a et on ne les déconstruit pas. Donc, brisons toutes nos barrières et brisons comme ça aussi la stigmatisation. Finalement, le discours est adressé surtout à qui? Parce que je reviens un peu à ce qu'on s'était échangé là-dessus sur
auprès des hommes pratiquement gays, il y a des services qui leur sont très ciblés. On a des services de dépistage principalement destinés à cette population-là. Et à travers ce dépistage, il y a des échanges à travers la santé sexuelle, des techniques de prévention. Donc il y a déjà les informations qui sont continuellement données à chaque visite, tel que je soulève le point de Kim sur l'expertise aussi des travailleuses du sexe sur cette question-là. Donc plusieurs fois, il y a une tranche de la population qui est comme très ciblée dans ces stratégies de prévention, mais au final, elles sont encore continuellement stigmatisées parce qu'on dirait qu'elles sont la source, elles sont encore continuellement vues comme la source de transmission du VIH, même si elles sont les plus informées sur cette question-là. Et lorsqu'on justement on a des discussions avec des personnes qui sont beaucoup moins ciblées sur ce discours, là, les connaissances, comme tu l'as très bien souligné, Sienna, c'est qu'elles datent de très longtemps, c'est que les gens ne sont même pas toujours au courant des traitements qui existent. Les gens ne se font pas nécessairement dépister de façon régulière. J'ai déjà vu des personnes qui, c'est la première fois qu'ils sont dépistés à la trentaine, à la quarantaine, voire. Donc, c'est ça. On peut aussi se questionner de quelle façon ces discours-là sont transmis et à quelle population. Parce qu'au final, c'est vraiment d'élargir ces discours-là à toutes les populations. Et lorsqu'elles seront informées, donc elles prendront aussi des mesures adéquates là-dessus en matière de prévention. Et que justement, je pense qu'il y a un point que souvent les personnes qui sont ciblées, les personnes qui peuvent être victimes en fait de cette stigmatisation, vont être souvent les personnes qui vont faire un travail d'éducation sans inconsciemment en parlant aux gens autour d'eux. Un autre truc que j'ai vu, c'est que souvent, justement à cause que ces personnes-là ont plus d'informations à propos de ça et on va se faire peut-être tester plus régulièrement, souvent on va être les premières personnes à pouvoir détecter qu'on a quelque chose. Ouais. Donc, si on dit à un homme, ah, j'ai attrapé, on va dire, la gonorrhée, j'ai attrapé le VIH, ben automatiquement, ah, mais c'est toi qui me l'as donné, tu t'es fait tester, t'as eu ton test. Mais en fait, que ça peut, justement, la personne a été capable de, spotter, genre, l'ITSS ou le VIH, et en fait que ça a empêché de continuer la propagation. Exactement, puis ça revient aussi à l'éducation. Tu sais, tu as parlé tout à l'heure justement que quand on cible une population, malheureusement, ça peut avoir cet effet de pouvoir de la stigmatiser. Parce que si, comme tu as dit, on lance un message, puis on pousse juste sur une seule direction, mais ça malheureusement, l'envers de la médaille, c'est que ça... C'est ça, on risque de la stigmatiser. Je pense que c'est une des approches que nous avons développées à Gavi. C'est pour ça qu'on dit que Gavi s'adresse à la population en général et particulièrement tel groupe. C'est pour éviter cette forme de stigmatisation. Quand on va dans un endroit faire de la sensibilisation, dans une école de formation des adultes ou ailleurs, on ne demande pas de sortir toutes les personnes qui ne sont pas haïtiennes ou africaines. On fait notre séance d'information pour tout le monde. Donc, on peut contribuer à une certaine façon à la stigmatisation aussi des personnes aussi, qu'il faut comprendre. Parce que là, je peux faire un peu de pouce quand quelqu'un ne veut pas se dévoiler, ne veut pas parler du fait qu'il a le VIH ou bien de son orientation sexuelle. C'est pas sa faute, c'est parce que c'est l'environnement qui n'est pas propice. On a besoin d'un environnement propice qui est capable d'écouter les personnes sans jugement, sans jugement. Donc si c'est pas garanti, c'est normal que la personne qui vit avec le VIH ne se confie pas à n'importe qui. Ou bien quelqu'un qui veut parler de son orientation sexuelle ne se confie pas à n'importe qui. Donc, il y a un problème, c'est là qu'on parle de problème d'éducation dans la société. Et quand on parle d'ouverture, il faut aussi que les gens soient préparés à cela. J'avais fait un petit peu de recherche, donc d'éducation, de self-education avant de venir. J'ai trouvé quelques chiffres qui m'ont quand même choquée, puis après je voudrais aller plus avant parce que c'est au niveau de la criminalisation, tout ça c'est moins mon domaine, puis j'aimerais bien vous entendre pour justement améliorer ma compréhension de ce niveau-là, du sujet. Parce qu'il y a une recherche une enquête passionnante qui a été faite justement en 2011 au Canada. Ce que ça dit, c'est que malgré le fait que 91% des Canadiens et Canadiennes sont fortement
d'accord avec l'affirmation que les personnes vivant avec le VIH devraient avoir les mêmes droits qu'eux, y compris les mêmes droits à l'emploi, soins de santé, éducation, logement. 35% de ces Canadiens seraient au moins légèrement mal à l'aise que leurs enfants aillent à la même école qu'un enfant qui est séropositif ou qui est atteint du VIH, et 54% seraient au moins légèrement mal à l'aise qu'un ami proche ou un membre de leur famille fréquente une personne qui vit avec le VIH. Donc, à la surface, on dit que, parce que tu as parlé de la criminalisation, donc on parle de droit, tout le monde dit, ben oui, on a accès aux mêmes droits et tout ça, Ouais. mais quand on touche en profondeur dans notre intimité, donc on parle de relations familiales, de relations au niveau académique, là les gens, tu vois que déjà les statistiques baissent presque de moitié. Donc autant on veut faire comme si on accepte les personnes qui sont atteintes du VIH, autant que dans la réalité, on les traite un petit peu comme des personnes qui sont lépreux. C'est ça. Et je veux juste comme être sûr que j'ai les bonnes informations. Moi, de ce que je comprends, c'est qu'il faut divulguer en fait la séropositivité. Est-ce que même avec une charge virale indétectable, donc aucunement contagieuse, est-ce qu'on doit encore techniquement divulguer? Qu'est-ce que ça fait, ça? Dans ce cas-là, c'est encore écrite. La question juridique peut être aussi, il y a pas mal de nuances, mais effectivement, dans l'information générale, c'est que la personne, s'il est indétectable et qu'elle porte aussi au condom, ou le condom est utilisé dans la relation sexuelle, la personne n'est pas dans l'obligation de dévoiler. Dans un cas, il peut avoir poursuite, mais est-ce qu'il y aurait condamnation? Là, ça dépendrait aussi encore de pas mal de nuances. Donc, là, je ne vais pas non plus trop m'attarder dans la question juridique, mais tout simplement de prendre en compte finalement des avancées médicales par rapport au traitement. Car sachant que, comme tu as très bien mentionné dans ton introduction, être indétectable, c'est être intransmissible, donc les risques sont de zéro. Donc, est-ce que le condom était nécessaire au niveau des risques de transmission? Donc, est-ce que la criminalisation est-elle nécessaire pour diminuer les risques de transmission? Encore là, dans certaines études que j'ai vues, ça n'a pas tant d'effet que cela. Au final, c'est que la criminalisation, déjà, si on parle justement de nos communautés, les communautés noires sont très surreprésentées, même dans la criminalisation du non-dévoilement du statut de la non-divulgation. Puis c'est stationné au final, si elles sont surreprésentées, est-ce que vraiment aussi, au niveau de la justice, est-ce que c'est très Est-ce que c'est représentatif? Effectivement, est-ce que c'est représentatif? Donc ça, la question est encore beaucoup aussi dans les organismes qui luttent à la prévention du VIH. Donc on pourrait dire que généralement les organismes luttent pour que ce soit décriminalisé. Car au contraire, c'est plus se positionner sur est-ce qu'encore là les traitements sont facilement accessibles à tous? Est-ce que l'éducation et d'information sur les techniques de prévention, est-ce qu'elles sont vraiment intégrées dans la pensée des gens? Après, déjà, les témoignages que tu mentionnes des hommes discrets, on dirait que non. Donc, il y a encore certaines populations qui n'ont pas ces informations-là, mais qui sont peut-être prêtes à être tuées. Une personne, c'est un risque de transmission. Donc, on peut déjà voir que les gestes violents auprès des personnes pouvant vivre avec le VIH peut être très présentes. Donc, il y a encore, disons, un poids supplémentaire parce que là, on parle de qui aussi devrait éduquer l'autre personne concernant la prévention. Donc, certains commencent à être un peu des éducateurs et éducatrices malgré eux, parce que pour éviter justement qu'il y ait des complications, mais au final, cette responsabilité est partagée. Donc, c'est pas plus une personne qu'une autre qui devrait éduquer l'autre personne sur ces risques de prévention. C'est d'avoir une discussion commune là-dessus pour pouvoir sélectionner soit les pratiques qui pensent que pour elles-mêmes seraient moins à risque. Par exemple, l'un des partenaires, si on sait qu'il est indétectable, donc au moins on sait qu'au niveau du
VIH, il n'y a pas de risque. Si la personne est sur la PrEP, donc il n'y a aussi pas de risque. Donc au moment d'avoir tous ces échanges et de connaissances sur la prévention, ça pourrait déjà mettre apaiser, disons, les peurs, les discours de peur, les discours de menaces et de colère liés à ça, parce que tu m'as... voilà. On ne peut pas non plus trop élargir parce que ça peut... Donc, juste avant de terminer cette conversation, j'aimerais juste qu'on puisse avoir les informations pertinentes, justement, pour qu'on aille dans une direction positive avec ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer brièvement, c'est quoi la PrEP, c'est quoi la PEP, juste pour le public qui ne savent pas, en fait? Donc la PrEP, c'est prophylaxie pré-exposition, et la PEP, prophylaxie post-exposition. Donc, quand on parle de pré, c'est surtout le commencement avant un risque d'exposition au VIH. Donc, la PrEP, c'est vraiment une médication qui devrait être commencée avant, de 2 heures à 24 heures avant une relation sexuelle où il n'y a pas d'utilisation de condom, dans lequel on peut avoir un risque de transmission du VIH. Ce sont des médicaments qui sont uniquement le VIH, comme je le respecte, parce qu'il peut y avoir une mauvaise compréhension de la PrEP, pensant que ça peut protéger contre les autres ITSS, mais en fait c'est uniquement que contre le VIH. Donc c'est un médicament qui, en fait c'est une pilule que l'on prend quotidiennement, 1 fois par jour, et qu'on peut arrêter jusqu'à 2 jours après une relation sexuelle qu'on pense qu'il y a eu un risque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'utilisation du condom. Tandis que la PEP, donc la prophylaxie post-exposition, c'est lorsqu'on a l'impression, le sentiment qu'il y a eu un risque de transmission du VIH lors d'un rapport sexuel. Donc il est plus prudent d'avoir recours à la PEP lorsqu'on pense justement qu'il y a eu un risque. Et on a 72 heures maximum, c'est-à-dire pas plus de 72 heures, mais le plus tôt c'est le mieux pour y avoir accès. C'est quand même une médication qui se prend à peu près durant 28 jours environ. Donc c'est ça, c'est vraiment concernant principalement le VIH. Concernant peut-être les réalités face à cela, c'est que l'information sur la PrEP ou la PEP n'est pas encore très connue, même dans le milieu médical, surtout à l'extérieur de Montréal. Il y a encore, bien sûr, certaines informations à partager, parce que lorsqu'on se fait prescrire la PrEP, il faut expliquer dans quelles circonstances on la prescrit. Donc, c'est vraiment d'avoir un tableau général de la sexualité de l'individu. Quelle est ta sexualité? Comment tu sens face au condom? Comment tu te sens face à d'autres éléments qui peuvent peut-être avoir un impact sur les stratégies de prévention, par exemple au niveau de la consommation des drogues, etc. Donc c'est vraiment d'avoir un portrait global de l'individu pour pouvoir s'assurer si la PrEP peut être prescrite ou non. Donc c'est pas mal. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on puisse terminer cette conversation? Non, moi j'ai juste envie de dire merci. J'ai envie de vous dire merci parce que j'ai beaucoup appris aujourd'hui, puis surtout sachant que la stigmatisation, je pense que c'est le facteur numéro 1, le plus grand obstacle à la prévention du dépistage du VIH. Donc je pense que chaque personne qui va écouter ce panel-là et qui a accès à une plateforme, on a tous un travail, un devoir à faire pour justement aider à lutter contre cette stigmatisation qui non seulement affecte notre société, mais qui affecte la vie, le bien-être et l'épanouissement des personnes qui en sont atteintes. Et je pense que ça nous concerne tous parce que ça pourrait tous nous arriver. Donc, on est tous à risque. Donc, je dirais qu'on a tout notre travail à faire là-dessus. Donc, je vous remercie beaucoup de votre partage. Merci. Oui, j'aimerais faire le même message. Donc, merci à tous nos panélistes en fait qui sont venus aujourd'hui, qui se sont déplacés pour avoir cette conversation. Merci à nos collaborateurs Aztec, Jeune Queer Youth et GapV, of course. Et si vous voulez vous faire tester au Québec ou simplement avoir plus de connaissances dans le sujet, visitez le pvsq.org/site _dépistage au pluriel /point. Et rappelez-vous d'une chose aujourd'hui. Indétectable est égal intransmissible et vous pouvez demander à votre médecin ou à des
spécialiste de la santé pour la PrEP ou la PEP si vous en avez besoin. Merci d'avoir regardé cette conversation et merci infiniment à nos panélistes.